Chapitre 7 – L'opération Kome. Face aux importants problèmes d'approvisionnement, un plan visant à s'emparer de l'usine hydroélectrique 2330 se mit en place. Cet objectif, vital pour la poursuite de la guerre, permettrait de sécuriser la ressource en eau et d'éviter à la campagne une fin prématurée. Ainsi, cette tâche fut-elle confiée aux hommes du général Sikawa, chef du 23e régiment de Para-Élysiens, ainsi qu'à plusieurs escouades de troupes de choc. Ceux-ci restés inactifs depuis le début du conflit, bouillonnés d'impatience d'y prendre part. Les Para-Élysiens étaient une troupe aéroportée d'élite, hautement entraînée et bien équipée, et l'opération Kome, comme on l'appelait désormais, serait sa chance d'y briller. Sikawa se vit ainsi accorder un délai de 3 jours pour planifier et préparer l'attaque de l'usine de traitement d'eau. Pendant que le 23e tiendrait l'installation, une nouvelle offensive pour percer l'isthme d'Irakunda serait-elle réalisée en parallèle, avec l'ajout de troupes fraîches en la présence des 2 compagnies de Raptors, des titans Warund de la Legio Ignatum et du 114e régiment de troupes de choc cadiennes. Leur puissance de feu et leur vitesse permettraient d'atteindre rapidement l'usine 2330, future tête de pont d'une poussée vers Tarokine. Les Cadiens n'avaient eux pas encore combattu sur Taros, mais l'infanterie véhiculée par leur chimère serait capable d'une avancée rapide. Ils étaient le va-tout du Lord Marshal de Stahl, et l'on réquisitionna ainsi tout le carburant disponible des régiments de Talarn. Rien ne devait les empêcher d'avancer, ce qui transforma le 10e corps en une force purement défensive. Pour le 23e régiment, l'objectif serait, comme l'expliquait Sikawa à ses sous-officiers, de s'emparer de l'usine de traitement d'eau par le biais d'une attaque éclair exécutée avec une précision millimétrée. Car il fallait la capturer intacte, sinon elle ne serait d'aucune utilité à l'effort de guerre. Et après sa prise, le régiment devait encore la tenir le temps de l'arrivée de la force de secours. Ainsi on fit le choix d'un plan constitué de 3 opérations aéroportées distinctes: le transport, la protection et le ravitaillement. Le régiment avait seulement assez de Valkyries pour transporter la moitié de ses effectifs, ce qui nécessiterait au moins 2 rotations. La première constituée principalement d'hommes et la seconde d'équipements lourds tels que les sentinelles. Le général Sikawa tenait à ce que le 2e chargement eût lieu le même jour que le premier, car il savait qu'il serait vulnérable durant ce laps de temps à toute contre-attaque ennemie. Une fois l'opération Kome lancée, on supposait que les taux se déplaceraient rapidement pour les éliminer, et Sikawa insista donc pour que la 2e vague parte le même jour. Mais cela n'était pas possible en raison de la distance entre la base aérienne et la cible. 1050 km, un espace nécessitant un voyage de 3 à 4 heures pour réaliser un aller-retour, sans compter le temps de ravitaillement des aéronefs et des réparations si besoin. Ainsi, le second tour ne pourrait avoir lieu que le 2e jour. La décision suivante du général fut de savoir s'il fallait attaquer de jour ou de nuit. L'obscurité aiderait à préserver l'effet de surprise, mais créerait des problèmes supplémentaires pour les hommes et les pilotes. Seuls quelques aéronefs étaient équipés d'appareils de vision nocturne et compte tenu de la précision attendue de la mission, qui visait à conserver intactes les installations, l'idée fut-elle abandonnée, malgré les pertes supplémentaires que cela entraînerait. Au cours de ces 3 journées frénétiques de planification, chaque tâche était urgente pour l'état-major. Toutefois, une supplantait toutes les autres, la reconnaissance de l'ennemi. Les hommes de Sikawa devaient savoir à quoi s'attendre une fois atterris au sol. Ainsi, il entreprit de détacher un bombardier maraudeur spécifiquement équipé pour la surveillance orbitale, ce qui lui permettrait de fournir une carte précise de la zone, mais la taille réelle de la force ennemie serait un mystère jusqu'au début de l'engagement. Cependant, Sikawa était confiant dans son régiment, à même d'affronter selon lui n'importe quoi. Une fois débarqués, les hommes auraient pour mission d'occuper les centres des opérations, la station de pompage 1, 2 et 3, et les réservoirs de stockage. Si les sites étaient détruits durant les combats, les réservoirs seraient un lot de consolation pour la 4621e armée. Les cibles secondaires seraient les usines de chloration, les stations de pompage principales, 2 réserves et le générateur. Tous ces objectifs devaient être capturés par la première vague, que la seconde viendrait alors renforcer, afin d'éviter toute contre-attaque Zeno. Une fois retranché, le quartier général du régiment serait lui installé dans le bloc administratif. C'était un plan audacieux,
voire téméraire, et beaucoup dans l'état-major s'inquiétaient. Que faire si l'ennemi contre-attaquait en force? Que faire si la première vague venait à essuyer des pertes conséquentes, qui réduiraient d'autant les renforts de la seconde? Que faire si la percée des forces de secours arrivait trop tard? Malgré ces objections, le général Sikawa estimait sa mission réalisable avec les forces à sa disposition. Il était convaincu qu'il pourrait prendre l'usine de traitement et la tenir pendant 3 jours contre les taux. Et il en était certain. L'opération Kome serait la clé qui permettrait à la 4621e armée de gagner la guerre. Aux premières lueurs de l'aube, les turbines s'allumèrent, remplissant le silence du désert du vacarme d'une armée en marche. Escouade par escouade, peloton par peloton, compagnie par compagnie, les troupes montèrent dans leur transport. L'atmosphère était tendue. Après des semaines d'attente, les Paralysiens allaient enfin entrer en guerre. Pour les hommes assignés à la deuxième vague, le spectacle du décollage fut impressionnant. 160 Valkyries, 30 Vultures, démarrèrent simultanément dans un rugissement assourdissant qui secoua le sol sur des kilomètres à travers le désert. Les uns après les autres, les avions commencèrent à s'élever lentement, une véritable armada aérienne qui se dirigeait vers le point de rassemblement au nord de l'aérodrome. Là, ils furent rejoints par 15 Thunderbolts qui formèrent un bouclier autour de la formation. L'opération Kome pouvait démarrer. Toutefois, une telle manœuvre ne pouvait demeurer cachée, et les cibleurs taux et les exo-armures steel informèrent leur commandant de l'évolution de la situation. Une attaque majeure allait arriver. Le trajet dura 2 heures au cours desquelles 2 Valkyries furent détruites par une collision accidentelle et plusieurs d'entre elles durent atterrir en catastrophe, touchées par des missiles ou des avaries. Puis, une fois à proximité, les aéronefs reprirent de l'altitude, le saut allait débuter. Chaque homme vérifia son parachute anti-grave ou grave chute, fixa son respirateur, ajusta la visière de son casque et murmura une dernière prière à l'empereur Dieu. Puis la lumière passa du rouge au vert et les rampes arrière s'ouvrirent au-dessus de la cible. Le grand plongeon pouvait démarrer. Épaulés par les tirs laser des bolters lourds des Valkyries et des Vultures, les troupes de choc, elles, descendaient en rappel directement sur le champ de bataille. Le fonctionnement de ce duo était le suivant. 2 escouades de troupes de choc descendaient en rappel, les premiers, puis, fixés sous les tirs ennemis, une balise de guidage pour permettre à la compagnie de Paralysiens qui lui était affectée de se diriger vers la cible. Une fois toutes les escouades regroupées, la compagnie s'emparait de l'objectif et le conservait jusqu'à ce que les hommes soient relevés par les troupes de la deuxième vague. En théorie du moins, car lorsque les troupes de choc attachées à la 3e compagnie du 23e régiment, sous le commandement du capitaine Malik, descendirent, ce fut en réalité sous une pluie de projectiles, tirés par des drones et des tourelles demeurées indétectables depuis l'orbite grâce à leur champ de distorsion. Subissant un feu nourri, les pertes s'accumulèrent, louant au sol les impériaux. Seule l'arrivée providentielle d'une Vulture permit de les réduire au silence. Profitant de cette chance, les hommes activèrent la balise et furent bientôt rejoints par Malik, le commissaire Graal et ses soldats. Se débarrassant de leur grave chute, ils se réorganisèrent calmement en escouade et se mirent en route en direction de la première station de pompage. Subissant un échange de tirs, ils découvrirent des défenseurs humains bien retranchés. Criant la devise du régiment du ciel, Malik se précipita au combat. Alors que les grenades explosaient en tous sens, ces squads d'assaut se mirent à nettoyer la zone au cours de combats rapprochés intenses. Pour finir par tomber nez à nez avec des auxiliaires Krutz, des adversaires d'un autre calibre. Le corps à corps tourna alors à leur désavantage face aux Xénos assoiffés de sang, les forçant bientôt à une retraite confuse au cours de laquelle Malik fut tué. Leur commandant mort, le commissaire Graal reprit la main et entreprit de réorganiser ses rangs. Cependant, des rapports affluaient, les taux étaient en approche, des aéronefs Tiger Shark survolaient déjà l'usine et le bruit caractéristique du fouet commençait à se faire entendre. Il fallait toutefois continuer coûte que coûte et le commissaire ordonna un second assaut contre les Krutz retranchés. Précédés en cela par un tir de mortier, les hommes se jetèrent au combat et l'emportèrent cette fois-ci. La bataille pour la station de pompage 1 avait été coûteuse, mais ils avaient été victorieux. Au crépuscule, après une journée de combat, l'usine 2330 était aux mains des impériaux. Il ne restait plus désormais que quelques snipers et escouades ennemies cachées dans ce dédale industriel. Les traîtres humains avaient cependant donné du fil à retordre aux Parazylésiens, et, avec l'appui des Krutz,
Les pertes impériales avaient été lourdes. Au matin, la deuxième vague décolla, mais contrairement à la première, l'effet de surprise était perdu et les Tau les attendaient avec autant d'aéronefs que possible. Les Valkyries et les Vultures étaient de puissants avions, mais ils n'étaient pas à la hauteur des chasseurs supersoniques Tau et leur formation serrée empêchait toute manœuvre d'évitement. Ainsi, cette mission d'interception était-elle réalisée par les Thunderbolts de leurs escortes, qui commencèrent bientôt un balai mortel avec les Barracuda Tau, canon laser contre canon à ion. Les deux groupes de pilotes avaient appris à se connaître au cours des dernières semaines, devinant ainsi les ruses de l'autre et rendant le combat encore plus furieux. Toutefois, les rares fois où un Barracuda réussit à percer la ligne de défense, il emportait avec lui un grand nombre de Valkyries. Cependant, ce n'était pas suffisant pour stopper la traversée, qui se poursuivit tant bien que mal. En parallèle au sol, les Tau avaient débuté leur contre-attaque contre l'usine. Les impériaux fatigués attendaient maintenant stoïques les attaquants. Dos à la mer, ils n'avaient pas d'autre choix que de vaincre ou mourir, le temps que la seconde vague arrive. La bataille commença par un bombardement des Tiger Shark et le largage de drones. Puis le bruit des réacteurs se fit entendre et depuis toutes les directions arriva en masse transport Devilfish, Hammerhead et guerriers de feu. Bien retranchés et dissimulés, les Paralysiens les canardèrent, les obligeant à progresser lentement. Chaque nid d'armes lourdes devait être nettoyé, chaque sentinelle abattue et chaque homme tué avant de pouvoir progresser. Puis, on vit au loin arriver la deuxième vague qui entreprit à son tour de bombarder les Tau. Le général Sikawa pouvait voir depuis sa propre Valkyrie un panorama à couper le souffle que les ravages des combats peinaient à enlaidir. Mais la riposte des mesures antiaériennes Xeno coupèrent sa contemplation, ceci faisant ravage sur les aéronefs impériaux. La seconde vague se heurtait avec fracas aux Tau. Les hommes étaient cueillis en l'air et les avions abattus en vol. Pour les soldats au sol, ce fut un répit salvateur. Mais pour la suite de l'opération, c'était le signe de la catastrophe à venir. Tant bien que mal, Sikawa réussit avec sa compagnie son atterrissage à l'extrémité sud de l'usine, pour y être touché au bras par un tir à impulsion. Et bien que ses hommes accoururent pour l'aider, le général était désormais grièvement blessé et hors de combat. Ce fut donc son second, le colonel Balach, qui prit le commandement de ce qu'il restait du 23e régiment. Il avait depuis son poste d'observation en plein milieu de l'usine, une lecture claire de la situation. Il ne pouvait inverser la tendance que si des renforts aériens arrivaient de toute urgence. Il envoya ainsi une communication prioritaire dans ce sens au quartier général du Lord Marshal de Stahl. Communication qui fut interceptée par les Tau qui déjà envoyaient leurs propres Manta et Barracuda pour empêcher toute arrivée de renforts. Que les maigres ressources restantes de l'Aeronautica Imperialis, soit 6 Thunderbolts, ne purent rien faire pour contrer, pendant que les combats au sol se poursuivaient lentement jusqu'au soir. Les Tau se contentant d'assiéger les défenseurs à l'aide de tirs à longue distance, le temps de rassembler leurs forces et de nettoyer l'usine. La marine impériale, incapable de leur venir en aide, les survivants du 23e régiment durent compter sur leurs propres aéronefs. Après leur retour à la base, les canonnières survivantes se réarmèrent et se ravitaillèrent en carburant et repartirent, afin de porter secours aux hommes restants sur le front. Mais la distance entre l'usine et la base aérienne signifiait qu'ils ne pouvaient rester longtemps sur place. Après 2 jours et 2 nuits de ce balai incessant, l'usine hydroélectrique 2330 n'était plus qu'une ruine fumante, un paysage ravagé de tuyaux, de cendres et de cadavres. Dans cette jungle d'acier, rampaient des survivants accroupis à couvert, leurs uniformes en lambeaux. Ils étaient tous fatigués, épuisés par ces combats. Conscients de l'approche d'une force de secours, les Tau cessèrent leur siège et finirent par se jeter à l'assaut. Manta et drones, guerriers de feu et exo-armure, réduisant à charpie les maigres survivants. Au milieu de l'après-midi, le commandant Tau demanda un cessez-le-feu aux défenseurs. La bataille était perdue pour eux. Mourir ici, dit-il, serait mourir en vain. Mais le colonel Balach, lui-même blessé, refusa de se rendre et jura de continuer à combattre coûte que coûte. Cependant, à la tombée de la nuit, il était mort et le 23e régiment de Paralysiens avait été presque anéanti. Les guerriers de feu rassemblèrent alors les quelques survivants, dont le général Sikawa, les désarmèrent puis les chargèrent dans les cales de leurs Manta. L'opération Kome avait échoué. En parallèle de l'assaut des Paralysiens sur l'usine 2330, les forces impériales se mirent en marche. Les Space Marines et les Warhound de la Legio Ignatum
ouvrant la voie pour permettre au 114e régiment de troupes de choc cadiennes de se porter au secours du 23e régiment, permettant ainsi aux Tau de faire l'amère expérience d'une véritable armée impériale, avec le poids combiné de leurs meilleures troupes. Une avancée sans aucune discrétion car les lourds marcheurs de plus de 14 mètres de haut étaient facilement visibles dans le paysage désertique. Les Xénos devaient les arrêter. Ils ne pouvaient ni fuir ni choisir qu'emporter le combat, car le temps jouait contre eux. Une configuration à l'avantage des impériaux. Les titans pilonnant à longue distance les Tau, pendant que les Land Raiders ouvraient la voie avec les Whirlwind en soutien rapproché et les Predators sur leurs flancs. Pour la première fois sur Taros, les Tau reculèrent devant l'intensité des combats. Leur premier cadre de chasse n'étant plus que des cadavres et des carcasses calcinées. Les Warhounds et les Raptors étaient pareils à une épée enfoncée dans le flanc des Tau, déjà ouvraient une percée de plus de 50 km dans leur ligne, les forçant à rediriger rapidement un autre cadre de chasse. Mais cette fois-ci, ils avaient pris avec eux une nouvelle arme inconnue des impériaux. Un type différent de Tiger Shark qui rasa le désert avant de tirer. Des missiles ondulèrent depuis ses ailes et éclatèrent contre les boucliers Void du Warhound nommé l'Aventis Primaris. Puis ses canons jumeaux frappèrent avec tant d'intensité qu'ils surchargèrent les défenses jusqu'à atteindre sa coque, le faisant exploser dans un vacarme assourdissant qui le fit tituber en arrière, chanceler à la surprise générale et tomber. Là où les commandants impériaux pensaient autrefois les titans intouchables par les aéronefs conventionnels, les Tau venaient de prouver le contraire à la stupeur générale. L'épave de l'Aventis Primaris gisait désormais au sol, le haut précepte Gerné tué sur le coup, ce qui plongea la Légio dans la panique, celle-ci préférant se replier de peur de connaître le même sort, transformant ce triomphe en une défaite aussi amère qu'inattendue. La force des Raptors et les Titans avaient ouvert la voie, et bien qu'ils ne poursuivirent pas cette avancée, les combats avaient permis le passage du 114e régiment de troupes de choc cadiennes qui faisait déjà rugir ses moteurs pour se porter au secours des Parasélysiens. Le régiment mécanisé, embarqué dans des chimères, avait 2 jours pour parcourir les 150 km de désert qui le séparaient de l'usine 2330. Sous les ordres du colonel Stransky, les chars foncèrent droit devant, ceux-ci ayant opté pour une attaque éclair, sacrifiant son artillerie basilique contre des griffons plus légers mais beaucoup plus rapides. Cette tactique contraignait les Tau à un choix. Ceux-ci avaient subi de lourdes pertes pour stopper l'avancée impériale, et les forces restantes n'avaient que 2 possibilités, se porter à la rencontre des Cadiens ou reprendre l'usine 2330. Ainsi choisirent-ils de se concentrer sur les Parasélysiens, retardant uniquement le régiment avec des petites unités de cibleurs, appuyés par des piranhas et des guerriers de feu, montés dans des transports des Wildfish, pendant que le reste du cadre de chasse survivant avait pour instruction de submerger les défenses de l'usine hydroélectrique en 2 jours maximum. Durant la première journée, les Cadiens ne virent pas l'ennemi, mais à l'aube de la 2e journée, tout changea. Des missiles surgirent du désert en détruisant plusieurs véhicules, forçant les impériaux à les poursuivre pour se rendre compte, au bout de quelques kilomètres, qu'il n'y avait plus rien à poursuivre. Rien qu'en une seule matinée, il eut 6 embuscades distinctes et à la tombée de la nuit, ils étaient encore à 30 km de leur objectif. En désespoir de cause, Stransky ordonna à ses véhicules les plus rapides, dont 8 patrouilles de Salamanders, de parcourir de nuit les kilomètres manquants. Le reste suivrait ensuite. Ainsi à l'aube, la première vague n'avait que 4 heures de retard sur le planning, mais c'était 4 heures de trop pour leurs camarades. La lumière matinale leur montrant la désolation qu'était devenue l'usine, il n'y avait plus rien à capturer. Fouillant les ruines, ils ne trouvèrent aucun survivant, et au milieu de l'après-midi, le colonel Stransky ordonna à son régiment de se replier vers les lignes de Talarn. Il était inutile de tenir ces ruines inexploitables pour les impériaux. Ces hommes avaient combattu sur plus de 150 km pour rien. La mission de secours était elle aussi un échec. Fin de ce 7e chapitre de la campagne de Taros, en espérant qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez discuter ou partager autour de notre passion commune pour ces univers fictionnels, je vous invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Sur ce, bonne soirée à vous. Et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. La suite, très bientôt.